On a tous ces petites phrases qu'on sort tout le temps sans même y réfléchir. Et si certaines de ces formules toutes simples cachaient en réalité des histoires de rois, de trahison, de son? Aujourd'hui, on va justement plonger dans une très ancienne chronique pour déterrer ces récits oubliés qui, avec le temps, sont devenus des proverbes. Voilà, c'est vraiment la question qui va nous guider. Car derrière ce qu'on appelle la sagesse populaire, se cachent souvent des leçons apprises dans la douleur. On parle de récits de paranoïa royale, de sacrifices extrêmes, de destins brisés qui ont fini par se figer dans la langue et traverser les siècles. Croyez-moi, après ça, on n'entendra plus jamais ces phrases de la même manière. Allez, on commence fort. Notre première histoire, c'est celle d'un architecte de légende, un vrai génie, un certain Cinémar. Le roi Noman lui a confié une mission, un truc de dingue, construire un palais si extraordinaire que personne n'en ait jamais vu de pareil. Un projet qui va faire sa gloire, mais aussi causer sa perte. Alors, comment ça se passe? D'abord, il y a la demande du roi, une ambition complètement démesurée. Pendant 5 ans, Cinémar se donne corps et âme à ce projet. Le résultat, c'est un véritable chef-d'œuvre. Mais c'est au moment de la livraison que tout bascule. Son propre génie va le trahir. Trop fier de lui, il lâche une petite bombe au roi. Il lui avoue qu'il aurait pu construire un palais encore plus incroyable, un truc magique qui change de couleur avec le soleil. Pour le roi Noman, ce n'est pas une prouesse, c'est une menace. La paranoïa s'installe direct. Et s'il allait construire ce palais magique pour un de mes rivaux? La décision est aussi cruelle que rapide. Pour être sûr que le palais reste unique, son créateur doit mourir. Il est jeté du sommet de sa propre création. Terrible. Et voilà d'où vient l'expression « la récompense de Cinémar ». C'est quand même fou, non? Ce proverbe, c'est devenu le symbole ultime de l'ingratitude la plus cruelle. Recevoir la récompense de Cinémar, c'est être payé en retour du bien par le mal. C'est quand tes plus grands efforts sont en fait remerciés par ta propre destruction. Une sacrée leçon, un peu amère, sur la jalousie du pouvoir face au talent. On quitte cette histoire tragique pour une autre tout aussi folle. C'est un récit qui s'étale sur des dizaines d'années. On y trouve de l'enlèvement, un peu de surnaturel, de la folie et une sorte de rédemption. C'est le destin extraordinaire d'un jeune prince, Amro, qui lui aussi va laisser sa marque dans la langue. Alors, pour bien comprendre, il faut s'imaginer la scène. On a ce jeune prince, Amro. À 10 ans, il est enlevé. Pouf, disparu. Pendant une décennie, tout le monde le croit mort, c'est un drame. Et puis, 10 ans plus tard, miracle, on le retrouve. Sauf que ce n'est plus le petit prince, c'est un homme à l'état sauvage qui a survécu dans le désert et a perdu la raison. On le ramène à la cour, on s'occupe de lui et petit à petit il redevient lui-même. Pour fêter ce retour incroyable, le roi, son oncle, veut lui remettre le collier en or qu'il portait enfant, un geste symbolique. Mais ça ne marche pas. Le collier est trop petit. Le garçon a disparu, à sa place il y a un homme transformé par les épreuves, le collier ne passe plus. Et de ce petit moment, de ce collier qui ne passe pas, est née une métaphore puissante. Dire que Amrou est trop grand pour le collier, en fait, ça veut dire qu'une situation, un honneur ou un rôle du passé n'est plus adapté à ce que la personne est devenue. Les épreuves et le temps l'ont transformé. C'est une belle façon de dire qu'on ne peut pas retourner en arrière, que les expériences, même les pires, nous font grandir au point de ne plus rentrer dans notre ancienne vie. Ok, attention. L'histoire qui suit, c'est sans doute la plus brutale des trois. Vraiment, on va parler d'un courtisan, Cansir, et de sa loyauté envers son seigneur assassiné. Une loyauté qui va le pousser à un plan de vengeance d'une cruauté inouïe, d'abord envers lui-même. Le plan de Cassir est juste hallucinant. Son maître a été assassiné par la reine Zeba. Elle est trop puissante pour être attaquée de front, alors il décide de s'infiltrer. Et pour ça, il demande à son propre camp de le mutiler, de lui couper le nez et de le fouetter. Il arrive alors à la cour de la reine comme une victime, un transfuge en quête de refuge. Et Zeba, elle tombe dans le panneau. Elle croit accueillir un allié précieux, un homme brisé qu'elle peut manipuler. En réalité, elle vient d'ouvrir la porte à celui qui va causer sa perte. Et paf, ça donne le proverbe « Katissir s'est coupé le nez pour une affaire importante ». Ça veut dire quoi aujourd'hui? Eh bien, ça désigne quelqu'un qui accepte un sacrifice personnel extrême, voire une humiliation publique, mais dans un but supérieur, souvent secret. C'est l'idée que pour atteindre un grand objectif, il faut parfois accepter de payer un prix terrible, de se défigurer aux yeux du monde pour mieux frapper au bon moment. Bon, si on prend un peu de recul, ces trois histoires, elles nous racontent quelque chose de fascinant. Elles nous montrent comment des événements historiques, souvent super violents, des actes extrêmes de puissants, ont tellement marqué les esprits qu'ils ont fini par infuser dans la langue de tous les jours. Ils sont devenus des expressions qu'on peut encore utiliser aujourd'hui, des siècles plus tard. Au final, qu'est-ce qu'on retient? Que ces trois proverbes, ce sont trois leçons sur la nature humaine, poussées à son paroxysme. D'un côté, on a la paranoïa du pouvoir, avec le roi normand, qui préfère tuer le génie plutôt que de risquer de le partager. C'est la récompense de Cinémar.
Ensuite, on a le prince Amrou, qui nous montre comment le traumatisme nous change à jamais, nous rendant méconnaissables à notre propre passé. On est devenu trop grand pour notre ancien collier. Et enfin, on a Cassir, et jusqu'où la loyauté peut pousser un homme, jusqu'au sacrifice de son propre corps. En fait, chaque expression est comme une cicatrice que l'histoire a laissée sur notre langage. Et ça nous laisse avec une dernière réflexion, non? Si ces 3 petites phrases cachent des histoires pareilles, combien d'autres récits, de drames oubliés et de leçons sanglantes dorment tranquillement dans les mots qu'on utilise tous les jours sans y penser? C'est peut-être ça la vraie leçon. Notre langue, en fait, c'est une sorte de musée vivant, rempli de fantômes qui ont des choses à raconter, si on prend le temps de les écouter.